Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Cette semaine, en 60 minutes, Céline Lebel reçoit M. Patrice Hens-Perrier, journaliste pigiste. On peut même le qualifier de journaliste international. Il a été publié dans le Journal de Montréal, dans le site Vigile.Québec, Horizon Québec, Québec Huffington Post, Voltaire, le Réseau international, Le Peuple, les 7 du Québec, Le Québécois, nommez-en, Le Devoir, L'actualité, etc., etc. Il a été malheureusement victime de quelques mauvaises presses faites par les ennemis de la liberté d'expression. Et il vient nous en expliquer le pourquoi et le comment. Sans compter qu'il nous parlera également de son parcours en tant que journaliste depuis bien des années. Voici en 60 minutes avec Céline Lebel, Monsieur Patrice Hens-Perrier. Alors, Monsieur Perrier, aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de vous expliquer parce qu'il est survenu une forme de... vous avez fait l'objet d'un renvoi, n'est-ce pas, au Journal de Montréal. Vous aviez reçu une chronique au Journal de Montréal et ça a duré combien de temps et quel est le motif qui fait qu'on vous a retiré cette chronique? Bon, bien. Rapidement, d'entrée de jeu, je suis un journaliste indépendant depuis environ près d'une vingtaine d'années, qui a pratiqué ce métier et quelques autres gagne-pains à côté. Et après avoir terminé un contrat d'une année avec le quotidien en ligne Le Peuple, le contrat s'est terminé à la fin de l'hiver, au mois de février, je me suis retrouvé à relancer certains contacts, OK? Et notamment, et nommément, j'ai pas peur de le dire, Pierre-Carl Péladeau en personne, qui était donc une personne que j'avais rencontrée à quelques reprises, notamment lors du 40e anniversaire de fondation du Journal de Montréal. J'avais déjà été un collaborateur pas de la rédaction, mais plutôt du département de publicité au Journal de Montréal, d'accord, pour des articles, des chroniques, des petits dossiers. Et puis, j'ai relancé Pierre-Carl, donc, à la fin de l'hiver. Et puis, de fil en aiguille, ça n'a pas été très compliqué. Il m'a référé à ses collaborateurs qui m'ont demandé de fournir un CV, des exemplaires de réalisation. Donc, dans le courant du fin mars, début avril, on a échangé, encore une fois, de façon assez succincte. Et finalement, j'ai reçu un appel de la personne qui est responsable des chroniques, des blogs, donc pour qu'on me mette à l'essai. D'accord? Et c'était une courte période d'essai, c'était 2 à 4 articles. Donc, c'est vraiment pas très long. Moi, j'avais proposé 2 articles par semaine, 2 semaines. Tu sais, je voulais battre le fer pendant qu'il était chaud. Alors, je me suis viré de bord et j'ai pondu un article sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je crois que c'était autour du 9 mai dernier. Avril, excusez-moi. D'accord? Ça a très bien fonctionné. J'ai pas eu les chiffres officiels, mais ça a très bien fonctionné d'après ce que je voyais sur Facebook et puis en comparant avec les autres chroniqueurs. Vraiment, c'était honorable. Et j'ai poursuivi moins d'une semaine après, quelques jours après, j'ai pondu mon deuxième billet, d'accord, qui s'intitulait, avec l'intitulé suivant, François Legault mettra-t-il Montréal en tutelle ou sous tutelle? Et ça a vraiment cartonné en l'espace d'une journée ou deux. Ça a été un carton d'enfer avec plus de 600 commentaires sur Facebook. Et une journée ou deux, en fait, le 20 avril, j'ai reçu un message, c'était un samedi, si ma mémoire est bonne, donc du responsable des blogs à l'effet qu'on suspendait ma chronique temporairement, le temps d'investiguer. J'avais réalisé le jour même que mes 2 articles avaient été retirés de la page Facebook du Journal de Montréal. Donc, j'ai pas pu faire de capture d'écran, voyez-vous, des commentaires et tout. Je veux juste lire un tout petit intitulé. Donc, nous avons reçu des commentaires au sujet de votre récente chronique et d'autres concernant d'anciennes chroniques parues sur d'autres sites qui méritent que nous investiguions davantage. Nous allons donc suspendre votre collaboration sur nos blogs d'ici à ce que nous faisions de la lumière.
Voilà. C'est très simple. Là. Je ne ferai pas la lecture d'autres courriels que j'ai reçus là, de ces responsables, mais c'était simplement pour donner le ton. Et ça, c'était le 20. Et donc, le 19 avril, une journée avant, Xavier Camus, sur sa page Facebook, heureusement, on a pu faire des captures d'écran, avait lancé une campagne de dénonciation à mon égard, notamment en affirmant, donc, en stipulant que le Journal de Montréal, et je le cite, recrute un chroniqueur aux idées d'extrême droite. Déjà que le journal regorge de leaders d'opinion aux idées très conservatrices, il a fallu y ajouter M. Patrice Hans-Perrier, présenté comme chroniqueur invité. Voilà. Et un peu plus loin, dans cette communication de Xavier Camus et aussi sur d'autres endroits, dans le fond, on me reproche surtout de défendre la famille comme structure anthropologique. On me reproche de dénoncer les théories du genre. On me reproche de parler de grands remplacements ou de déluge migratoire, hein, puis ce dont j'ai fait à quelques reprises. On me reproche de parler du marxisme culturel. Et on me reproche de proposer de mettre Montréal en tutelle. Selon M. Camus, c'est une mesure qui serait fascisante. C'est quand même incroyable. Et on me reproche d'avoir cité Alexandre Cormier-Denis, la Fédération des Québécois de souche, cité cette fédération une fois dans un article sur plus de 400 qui ont été rédigés pour le peuple. Et on me reproche surtout d'avoir collaboré avec le peuple et d'être un collaborateur actif avec le site international français Réseau International. Donc, qualifié notamment par les responsables des blogs et chroniques au Journal de Montréal de sites d'extrême droite, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un peu l'état des choses. Je ne m'attendais pas à ça. Je connaissais M. Camus de réputation. Je n'ai pas la mémoire d'avoir parlé de lui dans un ou deux de mes articles, parce que j'ai pondu une demi-douzaine d'articles pour le peuple concernant l'infiltration de l'extrême gauche au sein des universités et des campus. Donc, ceci étant dit, je n'avais pas de contentieux avec cet individu, pas de contentieux non plus comme tel avec l'extrême gauche ou les antifas. Et je ne m'attendais pas à une telle levée de bouclier et je ne m'attendais pas à ce que le Journal de Montréal réagisse de façon si abrupte et à une telle levée de bouclier, parce que tout ça s'est déroulé en l'espace de moins de 24 heures. Monsieur Perrier, Monsieur Patrice Hans-Perrier, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Monsieur Camus vous aurait traité d'un qualificatif qui n'est pas très de très grande qualité et surtout très faux? J'ai pas là les textes sous les yeux. Mais je peux vous dire que dans, je crois, sa première communication sur Facebook, il avait dit, entre autres, quelque chose qui, dans mon livre à moi, est carrément de la diffamation. Il dit, ce n'est pas tout. Quand on parcourt les articles qu'il a publiés, moi-même, depuis l'an passé, on remarque son fort attachement pour des thèses conspirationnistes d'extrême droite, comme celle du marxisme culturel et du grand remplacement, qui ont notamment inspiré les terroristes Anders Behring Breivik et le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment de la diffamation extrême, faite un peu par la bande, évidemment. Il dit pas que je suis un idéologue, je sais pas quoi, néo-nazi, ou bon, il va pas trop directement, il va par la bande, mais c'est encore plus vicieux. Mm-hmm. C'est vraiment... Et moi, j'en ai, curieusement, parce que c'est certain que le principal intéressé va écouter avec grande attention notre conversation, j'en ai pas comme tel tant que ça contre M. Camus ou contre l'extrême gauche. Je pense que ce qui me désole dans tout ça, c'est l'état des lieux. J'en parlais avec Jean-Claude Pomerleau, un collaborateur assidu à Vigile. L'état des lieux où, si vous voulez, on a des groupes d'intérêt qui lancent des fatwas. Une fatwa, c'est comme une condamnation sur la place publique et les médias s'y conforment. Les employeurs s'y conforment. Certains réseaux d'influence s'y conforment. Alors, on se pose la question, comment en sommes-nous rendus là? Est-ce que M. Camus est
fait partie de confession. De quelle confession est-il? Est-ce qu'il peut émettre une fatwa, comme vous dites? Non, quand je parle de fatwa, c'est juste une expression. Là. Oui, d'accord. OK. C'est pas une fatwa dans le sens. Voilà. Non, oui. Parce que je pense que cet individu-là n'est pas croyant. C'est un professeur de cégep. D'après mes recherches, je crois que c'est au cégep à UNSIC, en philosophie, un chargé de cours, et qui fait principalement du doxing, D-O-X-I-N-G, de la dénonciation d'individus et de groupes sur son site, sur ses pages Facebook. Ces pages Facebook qui sont régulièrement mises à jour, changées, fermées, réouvertes. Puis on voit qu'il y a un réseau de bénévoles ou d'employés. On voit qu'il y a un réseau derrière lui. Parce que quand il lance une fatwa, donc encore une fois, c'est juste une image pour une condamnation. Oui, une condamnation. Voilà. C'est parce que c'est ou une censure aussi, là. On pourrait dire un appel à la censure. Oui, mais une fatwa comme telle, c'est une condamnation parce que c'est une belle métaphore. C'est que quand il lance ça, il y a automatiquement des réseaux de trolls. Des gens qui appuient, oui. Oui, qui vont se répandre sur Internet, donc des trolls, des gens à l'identité. Organisés, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle en meute organisée. Oui. C'est eux la meute, en fait. C'est eux ça, c'est une véritable meute. Et donc, ces gens-là vont s'acharner sur vous, vont lancer toutes sortes d'accusations. Ce qui est curieux, même les chroniqueurs du Journal de Montréal l'ont fait remarquer à plusieurs reprises, c'est que lancer l'accusation d'être d'extrême gauche, c'est pas si grave que ça. Finalement, c'est quelqu'un qui, un peu... en général, l'extrême gauche, c'est des jeunes. C'est quelqu'un d'un peu farfelu. Ça passe pas très bien, mais pas si mal que ça. Voyez-vous? Mais quand tu lances l'accusation d'extrême droite, là, ça passe très mal. Et on le vérifie dans les grands médias mainstream. Là, on ne parle même plus des universités. Là. Donc, Radio-Canada, la presse et même le Journal de Montréal. Dernièrement, les chroniqueurs au Journal de Montréal, Bock-Côté, Martineau et consorts, se sont élevés contre les pratiques de Xavier Camus. Même Madame, comment elle s'appelle, Ravary aussi a pondu il y a quelques jours un article où elle parle de Xavier Camus. Donc, ces gens-là s'élèvent contre les pratiques de cette soi-disant extrême gauche, OK? Et tout en se défendant bien d'être d'extrême droite. Tu vois? Donc, ce qu'on voit dans le fonctionnement de la section opinion au Journal de Montréal, c'est qu'on a, comme le souligne si bien M. Camus, on a une majorité de chroniqueurs qui sont plutôt à tendance nationaliste, un petit peu conservatrice. Est-ce qu'on peut dire de droite? Je ne sais pas. Martineau lui-même souvent dit qu'il est plus de gauche que de droite, voyez-vous. Donc, c'est un peu mêlant. Mais ces gens-là, en tout cas, répètent souvent qu'ils ne sont pas d'extrême droite. Et souvent, ils tiennent à revenir là-dessus. Donc, à se dissocier de l'extrême droite. Donc, on voit que l'extrême droite, c'est comme un marqueur. Dès qu'on vous qualifie d'extrême droite, vous êtes pestiféré. Donc, ce que Camus a fait avec ses lieutenants, c'est qu'il a créé autour de moi ce qu'on appelle il a délimité, comprenez-vous, il a délimité un champ, un champ négatif. Donc, on m'a déclaré pestiféré. Et là, les responsables de l'information au Journal de Montréal, ont eu peur d'être associés à un pestiféré d'extrême droite. Oui. Diriez-vous qu'ils s'en sont pris à vous parce que vous nommez les choses, alors que ceux qui persistent au Journal de Montréal, bien que nommant les choses aussi, on pense juste à M. Bock-Côté, là, je ne parle pas des autres, sans parler des autres, mais pourquoi s'en prendre à vous? Pourquoi? Parce que vous semblez être, pas vous semblez, mais vous l'êtes un très bon écrivain. Vous avez de très, très, très bonnes références culturelles. Vous êtes publié dans des sites qui sont, ma parole, que bien des chroniqueurs près de vous ne font que rêver d'être publiés là. Vous l'êtes. Est-ce pour ça, vous croyez? Est-ce qu'on s'en est prêt à vous? Alors, M. Patrice Hans-Perrier, j'aimerais vous poser la question directement. Est-ce que vous associez la décision du Journal de Montréal et la campagne d'anéantissement de Xavier Camus, de condamnation, de censure, est-ce que vous associez la décision du Journal de Montréal avec ce qu'ils ont fait? C'est pas évident. Ce qui est curieux, c'est que le Journal de Montréal n'a pas voulu me dire sur quelle base, parce que je vous ai lu l'intitulé d'un
de petit courriel. Je tiens pas à rendre public là, nos communications privées. D'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que j'ai lu, c'est très simple. On dit qu'on a reçu suite à des commentaires, mais on n'a jamais dit c'est où les commentaires, c'est quoi. Mais moi, j'ai vu, comme je vous dis, que Xavier Camus a lancé donc sa campagne de diffamation à mon endroit le 19 et le 20, j'étais suspendu. Ça s'est passé en moins d'une journée. Donc, il y a un rapport de cause à effet assez direct. Et j'avais aussi cru voir le 19 ou le 20 là, qui commençait à avoir des commentaires sur Facebook qui relançaient les idées de Camus. Perrier, on sait bien, Perrier, c'est un gars d'extrême droite. C'est quoi cette idée-là de mettre Montréal en tutelle? C'est une mesure fascisante. Il y avait comme des concepts qui étaient repris le jour même où Oui. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de capture d'écran de tous les commentaires sur Facebook. Quand j'ai voulu le faire, le Journal de Montréal avait retiré mes 2 articles avec les commentaires de sa page Facebook. Alors, c'est vraiment fou. Je me suis fait tirer la couverte, comme on dit, la nappe sous les pieds, le tapis sous les pieds. Et sans explication, c'est sûr qu'il y a un rapport de cause à effet. Et c'est pas la première fois. M. Camus, je crois, a réussi à obtenir la tête d'une chargée de cours quelque part. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai lu ça quelque part. Il a causé des désagréments assez majeurs à des chroniqueurs au Journal de Montréal et ailleurs. Je crois qu'il y a eu une entente hors cours entre lui et Martineau. Bon, donc, il n'y en est pas à ses premiers faits d'armes. Mais ça pose une question. C'est que lorsqu'il lance, je reviens, parce que ça me fait rigoler le terme, une fatwa. On se comprend, c'est un terme c'est un terme islamique, mais c'est une belle métaphore. Quand il lance une condamnation, c'est suivi d'effets. Alors, c'est pas juste que les gens dans les institutions d'enseignement ou dans certaines firmes de communication ou dans les médias ont peur des appellations, extrême droite. Non, c'est plus que ça. Ça veut dire que M. Xavier Camus et son entourage jouissent d'un réel pouvoir. Ils sont capables de jeter le discrédit sur les gens. Et ce discrédit-là est pris très au sérieux. C'est donc dire qu'ils jouissent d'un réel pouvoir. Et tant qu'à moi, c'est clair que ce pouvoir-là n'est pas de leur strict... n'est pas de leur propre œuvre. Comprenez-vous? Il y a des sponsors derrière. Okay. Mais je ne les connais pas, mais c'est manifeste. C'est manifeste qu'il y a une volonté, si vous voulez, politique et idéologique derrière tout ça. Bon, comme dit le dicton, suivez l'argent et vous vous comprendrez le crime, les mobiles. Bon, pour l'instant, on n'a pas les moyens de mener ces enquêtes-là, mais c'est clair qu'il y a des pouvoirs. Et pour que le Journal de Montréal se couche, comme on dit, je le dis très poliment, donc s'exécute, tu comprends, face à de telles allégations gratuites, quasiment spontanées, bon, sur la base d'une analyse de mes écrits passés. Mais pour que le Journal de Montréal se couche de la sorte, il faut qu'il y ait derrière Xavier Camus et consorts, il faut qu'il y ait des commanditaires très puissants, d'une immense puissance. C'est clair. C'est clair, net et précis. Oui, mais d'après vous, écoutez, le Journal de Montréal, Québécois, c'est une... Qu'est-ce qu'on peut leur faire qui pourrait leur... Écoutez, dans mon livre à moi, évidemment, Camus et compagnie vont dire que, voilà, je suis un conspirationniste, mais non, pas du tout. J'ai de bonnes pistes à l'effet de pouvoir identifier là, à peu près la provenance de ces commanditaires-là. Mais je n'en ferai pas état dans les médias. Mais je peux vous dire une chose. Et là, c'est là où on va quitter Camus et un peu le Journal de Montréal. On va parler de la structure des médias. Oui. Et, voyez-vous, en passant, je vais probablement envoyer le lien de notre conversation à certains principaux intéressés. Donc, en passant, j'aimerais remercier du fond du cœur Pierre-Carl Péladeau de m'avoir fait confiance et d'avoir relayé mon offre de service de façon très rapide, OK? Et vraiment avec beaucoup de célérité. Et je suis désolé si le principal intéressé peut croire que, tu sais, j'ai, je sais pas, abusé de sa confiance ou s'il a été déçu, tu sais, ou si on lui a fait du chantage, on lui a fait croire que je pouvais représenter l'extrême droite? Oui, et puis, non, mais tu sais, représenter quelconque forme de souci, tu comprends-tu, de tâche à sa réputation. Je n'ai pas à m'excuser à M. Péladeau, je n'ai rien fait de mal, mais quand même, j'en suis désolé.
OK? Et donc, je le remercie beaucoup de m'avoir fait confiance. Et je lui dis d'ailleurs que ce n'est qu'un au revoir. Ce qui ne veut pas nécessairement dire sur le Journal de Montréal. Mais moi, je ne suis pas une personne qui baisse les bras comme ça. Je ne suis pas une personne rancunière. Peut-être même un jour, Xavier Camus s'en rendra compte lui-même. Je ne suis pas une personne rancunière. J'ai un fort caractère. Je tiens à mes idées. Je tiens à ma réputation. Je suis une personne de principe. Mais je ne suis pas rancunier et je travaille sur le long cours. Je crois que c'est ça aussi qui a fait peur à ceux qui ont porté le coup de Jarnac, hein, la campagne de diffamation. Et je crois qu'ils ont eu peur de me voir dans cette posture, dans cette position de chroniqueur au Journal de Montréal, parce que je suis quelqu'un qui travaille sur le long terme. Je maîtrise bien les catégories d'analyse, OK, politique et métapolitique auxquelles je m'adresse ou avec lesquelles je travaille. Et je suis quelqu'un aussi qui bonifie sa pensée avec le temps. Je vais ouvrir une parenthèse à l'effet de dire que, comme bien des jeunes, et à l'époque où j'étais au Cégep du Vieux-Montréal, ben, j'étais sympathisant avec une certaine extrême gauche, vous voyez. Mm-hmm. Et j'ai maturé avec le temps. Au tournant des années 2000, j'étais plutôt apolitique, avec un petit côté humaniste, toujours souverainiste, entre guillemets, là, toujours avec des considérations très fortes envers la nation québécoise. Puis passé l'an 2000, ben, j'ai affiné ma pensée. Et j'ai commencé à me considérer un peu plus comme quelqu'un de peut-être un nouveau conservateur. Et j'ai aussi renoué avec ma foi chrétienne, ce qui est pas vraiment bien accepté dans les médias, qui n'est pas bien accepté sur la place publique. Ceci étant dit, je ne fais pas de prosélytisme religieux. J'ai parlé du Christ peut-être 5-6 fois sur des milliers d'articles qui ont été produits. C'est vraiment rien. Et je n'essaie pas de convertir qui que ce soit. Ensuite de ça, Camus, entre autres, pour revenir à lui, a pointé du doigt là, certains articles que j'avais publiés sur le peuple où je fustigeais une certaine forme d'islam radical. Bon, ça m'est arrivé une douzaine de fois, encore une fois, sur des centaines et des milliers d'articles dans ma vie. Alors, c'est très peu. Et d'ailleurs, si les gens du peuple me lisent, pour l'instant, je n'y suis plus, je n'ai pas de honte, de fausse pudeur à dire que on ne s'entendait pas toujours au peuple, justement, sur la lecture géopolitique, politique, hein, des actualités concernant tout ce qui est décrit là, dans la rubrique islam radical. Moi, je trouvais que des fois, au peuple, on en faisait peut-être un peu trop. Non pas que l'islam radical ne soit pas une problématique réelle, mais j'ai toujours défendu le point, avec aussi des gens de Vigile, OK, avec M. Cormier-Denis, avec d'autres gens dans la mouvance nationaliste. J'ai souvent défendu le point que l'islam radical, c'était pas au nombre des items prioritaires, comprends-tu, dans l'agenda politique et métapolitique québécois. Donc, je trouvais que des fois, oui, qu'il fallait en parler parce que c'est là. C'est pas une vue de l'esprit, tu sais, de gens de l'extrême droite dérangés. C'est un réel problème. Il y a même des gens à gauche aussi qui dénoncent l'islam radical, bien évidemment. Tu sais. Mais j'ai toujours, moi, dit depuis 3-4 ans que c'est pas non plus le problème numéro 1, qu'on a beaucoup d'autres problèmes. Et je crois, et là, c'est là que je vais faire la synthèse, comprenez-vous, sur mon cas, et on va pouvoir parler des médias et de la situation actuelle. Je crois que ce qu'on me reproche, et ce qui a fait peur aussi aux responsables des blogs au Journal de Montréal, parce que j'en ai eu des échos au téléphone aux dernières nouvelles, tu sais, entre les lignes, c'est qu'on me reproche surtout de faire un travail autour de l'identité. Vous me suivez? Donc, c'est là mon péché, mon très grand péché. Donc, c'est toute l'identité. L'identité homme-femme, l'identité de genre, l'identité au niveau de la mémoire transmise par nos ancêtres, comprenez-vous, les legs culturels, l'identité nationale, tout ce qui est identitaire. Alors, c'est là où on déborde, on sort de mon cas, et on peut comprendre que dans le cours des choses actuelles, sur le champ de la joute politique, vous avez, et je reviens à Jean-Claude Pomerleau, qui est un autodidacte très, très brillant et que je salue en passant. Moi puis Pomerleau, on s'entend bien à l'effet de dire que maintenant, vous avez les globalistes d'un côté et vous avez les nationalistes de l'autre. Mais oui. Voilà. Et ce n'est plus... mais le pouvoir et la matrice médiatique utilisent encore l'opposition gauche-droite. Et voilà. Et voilà. Et ça, c'est caduc. Ce n'est pas
on n'est plus dans une opposition gauche-droite, on est dans une opposition globaliste, nationaliste, OK? Ou, si vous voulez, en dessous des globalistes, vous pouvez mettre libéraux. C'est libéraux, libertaires, et en dessous des nationalistes, vous pouvez mettre conservateurs. Bon, voyez-vous? Et là, je vais faire un peu de philosophie, puis vous pourrez m'arrêter, me poser des questions. Qu'est-ce qu'un conservateur? C'est pas quelqu'un qui va voter pour Andrew Scheer. Ça n'a rien à voir. C'est pas quelqu'un qui a voté pour Mme Thatcher à l'époque, au début des années 80. J'ai toujours détesté Mme Thatcher. Donc, un conservateur, c'est pas quelqu'un qui est pour le grand patronat, OK? Ou qui est un arriéré, ou qui est contre le progrès. Un conservateur, dans le sens étymologique le plus sérieux du terme, c'est quelqu'un qui s'appuie sur les traditions. OK? Et on pourrait dire, si vous voulez, vous pourriez opposer aux conservateurs les progressistes. OK? Bon. Et donc, quand Preston Manning et compagnie ont forgé le néologisme progressiste conservateur, ça n'a pas grand bon sens. C'est vraiment le meilleur tour de passe-passe que j'ai jamais entendu dans l'histoire du Canada. Progressiste conservateur. Oui, exactement. Ça se peut pas. Parce que les progressistes, l'esprit progressiste vient essentiellement de l'esprit des Lumières. J'espère que M. Camus va bien m'entendre, va bien prendre des notes. Et l'esprit des Lumières, c'est pas que Voltaire. C'est vraiment un esprit anticlérical qui était contre le roi. L'esprit des Lumières, c'est l'esprit de certaines loges maçonniques à l'époque. Et c'est donc un esprit qui, pour faire court, c'est un esprit qui stipulait qu'il fallait faire tabula rasa, donc faire table rase, OK, de la tradition. Alors, et en France, on a vu avec la Révolution française, on a aboli la royauté, on a aboli l'Église, et plus tard, avec la loi de séparation de l'État et de l'Église en 1905, on a confisqué aussi beaucoup de propriétés de l'Église. On a décapité. On a décapité ce qui était... on a décapité aussi les corporations ouvrières. Donc, on a décapité, si je ne m'abuse, le tridium. Donc, pour M. Camus, qui se targue d'être un professeur de philosophie, ce dont, en tout cas, j'ai des doutes, et là, moi, je ne fais pas de la diffamation. Je me questionne sur sa profession. Eh bien, le tridium, c'est justement les trois ordres naturel de l'État de la France au Moyen Âge et à la Renaissance, donc les laboratores, les travailleurs, les bellatores, donc les gens d'armes, donc la caste aristocratique, et les oratores, les religieux. D'accord? Donc, tu as la caste sacerdotale, qui est l'Église de France, la caste des guerriers, si on reprend la terminologie là, de certains historiens comme Duménil et d'autres. Les guerriers, c'est donc la caste, c'est le roi, c'est la royauté. Et finalement, les laboratores, la classe laborieuse, pour reprendre le terme de Marx, sont les travailleurs, le peuple. Bon. Et la Révolution, au nom de la libération des laboratores, en fait, a tout décapité. Et là, c'est ça l'esprit progressiste, le progressisme. Et c'est devenu un mythe. Donc, on a institué une mythologie du progressisme. Alors, on va vers le progrès. Il faut toujours aller de l'avant, il faut oublier le passé. Et pourtant, les gens qui, si vous voulez, les oligarques qui travaillent avec cet instrument, ils s'appuient sur des traditions. Des traditions, entre autres, qui sont des traditions gnostiques. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Je pourrais parler pendant une semaine de temps. Mais ces gens-là s'appuient très solidement sur des traditions. Et ce sont des intellectuels de très haut niveau. Je ne parle pas de M. Camus. Je parle vraiment des épigones. Un épigone, c'est quelqu'un qui est derrière un projet. Les épigones de ce nouvel ordre mondial-là. Et ici, on ne fait absolument pas de conspirationnisme. Donc, ces gens-là travaillent sur le long cours, comme moi. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de moi. Ces gens-là travaillent sur le long cours. Et le progressisme, donc, s'oppose au conservatisme, qui, lui, le conservatisme, dit on ne peut pas faire table rase du passé. Parce que ça veut dire se couper de ses racines et donc perdre la mémoire. Vous savez, la plaque des automobiles au Québec, je me souviens, la devise. Oui. La devise du Québec, tu vois, je me souviens. C'est une devise conservatrice. Oui. Okay? Et donc, c'est en cela, pour revenir à votre question, que moi, j'ai posé problème. Je pose manifestement un problème, puisqu'on m'a tiré le tapis de façon tellement violente et aussi rapidement sous les pieds. Parce que je suis un authentique conservateur. Et j'ai identifié dans ma grille de lecture
plusieurs thèmes, OK, sur lesquels je me penche maintenant, surtout dans les 5 dernières années. Je me suis penché dans les 5 dernières années. Donc, et pour les énumérer rapidement, ces thèmes-là sont, entre autres, la déliquescence, OK, ou la dégénérescence, ou la décadence. Dès qu'on parle de décadence, les gens vont dire, ben oui, voilà, c'est un gars d'extrême droite, c'est un facho, c'est un arriéré. Non, la décadence, elle est réelle. On a observé une décadence durant l'Empire romain, même chez les Grecs. On a observé une décadence durant la Renaissance même. Et maintenant, nous sommes dans une très grande décadence. Et la décadence n'est pas qu'un relâchement des mœurs. La décadence, c'est la perte des repères. C'est le délitement. Quand tu fais un délitement en informatique, c'est que tu t'effaces les informations. Perte de repères. Et à ce moment-là, on a des intérêts bien compris qui peuvent planter, tu comprends? Planter leur mot d'ordre. Parce que les gens n'ont plus de repères. Alors, les gens attendent des signaux. Nous, les conservateurs, on n'est pas là pour dire on est contre l'informatique, on est contre ci, on est contre ça. On est là pour dire aux gens, faites attention. Les signaux qui vous sont envoyés par les médias et par les oligarques aux manettes, peuvent être de faux signaux. Et surtout si vous n'avez pas la culture. Moi, je ne suis pas prétentieux, là. Je m'en allais pas au Journal de Montréal avec la prétention d'éduquer le peuple. La question n'est pas là. Mais sans être prétentieux, je crois avoir les compétences pour aider les gens et aussi réverbérer, comprends-tu? Réverbérer des questionnements, des prises de position, des prises de conscience pour aider mes compatriotes à y voir un peu plus clair. Je trouve que c'est très intéressant. Merci d'avoir pris la peine ou la joie d'avoir expliqué le progressisme pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos éditrices et de tout le monde qui tombera sur cette entrevue. Et aussi d'avoir expliqué, peut-être de façon plus courte, le conservatisme. C'est un fait. Dans le moment, il y a une décadence, une perte de repères, et ce n'est pas... On la vit en ce moment de façon très, très brusque, là, de façon très violente. Vous ne trouverez pas? Oui, absolument. Il y a une accélération. Je ne vais pas commencer à me mettre à lire des extraits de mes textes en ligne, mais j'ai fait de beaux textes. Et même, vous pourriez peut-être donner le titre que les gens aillent les lire. Écoutez, je vais aller sur le réseau international qui bon, un des responsables de l'information, Journal de Montréal, me dit que d'après les décodeurs du quotidien Le Monde, le réseau international, c'est un organe d'extrême droite, ce qui est absolument faux. Mais regarde, c'est pas plus grave que ça. Écoutez, c'est Le Monde qui avait parti cette stupide application des codex et qui gérait les... voyons, alors, laissons tomber. Là. Alors, regardez, j'ai un article que j'ai produit qui c'est vraiment on va dire de la philosophie politique, les signes du désarroi. Bon, juste brièvement... Est-ce que ça n'est pas récent, ça? C'est votre plus récent, n'est-ce pas? Excusez-moi, non, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, oui. Okay. Et tu vois, je dis dans l'incise, le sacré et le profane avaient l'habitude de cohabiter depuis la nuit des temps, au gré d'un aménagement symbolique de la cité. Le sacré avait ses lieux consacrés et ses rituels qui pouvaient déborder sur la place publique, le temps d'une semaine sainte ou d'une suite de processions destinées à conjurer le mauvais sort. De son côté, le profane s'invitait lors des kermesses et autres fêtes populaires qui permettaient au peuple de se divertir et de libérer ses affects. Tu vois? Beaucoup est dit là-dedans. Oui. Et ici, on peut faire une parenthèse avec notre fameuse loi 21, tu vois. Et je ne voulais pas vraiment perdre de temps en ligne là-dessus. Non pas que ce ne soit pas intéressant, mais pour ne pas mêler les quatre. Mais là, je vais faire ma parenthèse. Dans ce texte et dans d'autres et quelques autres, j'ai parlé de la confusion qui règne sur la place publique, justement, entre le sacré et le profane. Parce que dans l'ancien temps, et quand on parle de l'ancien temps, je ne parle pas juste du monde catholique ou de l'islam au Moyen-Orient, on peut remonter jusqu'aux Grecs et même avant. On avait ce que j'appelle des vases communicants, une communication entre le sacré et le profane. Pour vos auditeurs, encore une fois, le sacré, bon, c'est ce qui relève... pas juste de Dieu, le sacré relève des forces. Les Grecs appelaient ça des forces, qui sont à l'œuvre derrière la création, derrière la vie, derrière le monde, derrière l'univers. Et le profane, c'est la vie de tous les jours. Bon, la vie de la cité.
En fait, c'est complexe parce que la vie de la cité, c'est un peu aussi une réunion des deux. Et tu vois, maintenant, on est dans un monde où la cohabitation entre le sacré et le profane pose problème sur la place publique. Bon. Et ça, on est vraiment dans le pétrin. La loi 21, qui, on présume, en tout cas, qui s'appuie sur une certaine forme de laïcité. Je ne reviendrai pas sur la laïcité, OK? Il y a des bons côtés dans la laïcité, il y a des mauvais côtés. Mais là, c'est compliqué, OK? Oui, on ne reviendra pas là-dessus. Mais la loi 21 s'est attardée, tu vois, à émettre dans son libellé, dans son premier libellé, une série de prescriptions, concernant l'affichage de signes religieux, OK? Bon, porté par les gens en position les fonctionnaires en position d'autorité. Bon. Oui. On ne reviendra pas là-dessus. C'est quoi la position d'autorité? Est-ce que c'est juste surtout les écoles ou pas? Bon. Certains gens de la gauche, de type Québec solidaire, etc., ont dit, dans le fond, ce qu'on vise surtout derrière cette loi-là, c'est les femmes musulmanes qui portent le voile. T'sais? Donc, c'est une loi discriminatoire. On parle de signes religieux at large, mais dans le fond, il y a un focus, tu sais. Bon, puis moi, tu vois, j'essaie d'être très mesuré dans notre communication. Effectivement, il y a un focus, on le voit aussi dans l'opinion publique, tu vois, qui tourne beaucoup autour de l'islam. Je peux comprendre, parce que, bon... mais attendez, là, je pense qu'on s'égare un petit peu. On s'égare un peu. Mais il y a une confusion pour certains, mais que ces certains-là ne voient pas comme de la confusion. Comprenez? Et puis, il y en a d'autres qui sont très ouverts et qu'on taxe de tous les noms possibles parce qu'ils ont une conscience, un état d'esprit qui les amène à voir, comme vous dites, le temps, le long cours. Moi, je dis aussi le temps long, donc l'histoire, etc. J'aimerais vous lire juste un petit bout de quelque chose. OK? Allez-y, prenez votre temps. Oui. La trame de fond de notre histoire est la clé pour sortir du piège actuel. C'est-à-dire que l'histoire peut nous enfermer dans un piège, oui, mais la trame de fond de notre nation française en Amérique, il n'y en a pas 20, il y en a une. Elle est caractérisée par le conservatisme pendant la plus grande partie de son histoire. Et pourquoi? Repli instinctif, existentiel, pour durer. C'est tout simplement ça, c'est pour garder la cohésion nationale, rester en vie. C'est la période durant laquelle elle a accumulé patiemment et au prix de sacrifices et de contraintes. D'accord? Je pense que quand on balaie toute la tradition, on oublie tous les sacrifices des gens qui ont patiemment bâti cette nation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ils ont fait tout ça pour accumuler un potentiel politique. C'est politique, d'accord? Même le papier de toilette qu'on achète à l'épicerie est politique. Les pauvres achètent une feuille, les riches achètent les 2-3 feuilles, lui permettant de sortir du piège constitutionnel dans lequel l'histoire l'a enfermé. Et dès que nous prononçons le mot constitutionnel, multiculturalisme, on se fait censurer. C'est arrivé cette semaine à M. Pomerleau sur le site de Radio-Canada, un article de Michel C. Auger. Je tiens à le dire parce que, oui, je vous l'accorde, il y a des nationalistes, il y a des gens qui sont très persuadés de leurs idées, qui vont mal la transmettre, qui vont la transmettre d'une façon qui est trop agressive peut-être. Et là, je ne m'étends pas moi non plus là-dessus. Mais il y en a d'autres, comme M. Pomerleau, par exemple, et comme vous, je vous le concède, là, en entrevue, là, vous n'êtes pas criard, vous n'êtes pas violent, les insultes ne sortent pas de votre bouche. Vous êtes censuré. Bon, merci beaucoup. Alors, oui, mais il faut prendre le temps de le dire parce que la censure, elle existe. Et si les gens ne commencent pas à prendre conscience de ça au Québec, on va se retrouver dans un cul-de-sac épouvantable. Bon, écoutez, ça c'est sûr. Je vous remercie d'avoir fait cette intervention parce que ma courte ellipse du côté de la loi 21 là, est un peu plus ou moins bien amorcée, mais je vais y revenir rapidement. À propos de censure, vous voyez dans une forme de communiqué que j'ai fait circuler, qui a été repris par Vigile et quelques autres sites, je dis entre autres, je conclus mon communiqué. Oublions la fracture gauche-droite. Nous sommes rendus à une étape où les libertés civiles, dans leur plus simple appareil, sont gravement menacées.
Voilà. Alors, ce qui m'arrive, c'est pas juste un communicateur, un individu, c'est pas juste le Journal de Montréal, un média, c'est pas juste l'extrême gauche ou bien des groupes de pression. C'est pas juste ça. Ce sont les libertés civiles. Les libertés civiles, c'est entre autres le droit à la parole. Là, on parle même plus de médias. Oubliez M. Camus, oubliez M. Perrier, oubliez le Journal de Montréal, OK? Oui. Quand on parle de liberté civile, on parle du droit d'avoir des opinions et de les émettre sur la place publique. Oui. Et donc, on rentre dans une période de pensée unique. Il y en a qui l'ont plus que d'autres, la liberté de s'exprimer. Exactement. Mais c'est là où je tenais vraiment à faire mon topo avec vous, c'est expliquer que en ce moment, OK, de façon apparente ou en apparence, OK, il y a une certaine extrême gauche, ou plutôt une certaine gauche, OK? Une gauche post-68 arde, OK? C'est plutôt ça. C'est autant des bobos que de l'extrême, une gauche qui a le haut du pavé. Bon. Mais l'erreur, c'est bien important d'être attentif à cela. L'erreur serait de considérer que cette gauche post-68 arde est le grand ventriloque, tu comprends? C'est elle qui génère le discours. Non. C'est pas ça. Non, il se trouve que c'est pour ça qu'à un moment donné, je qualifie les antifas et d'autres chiens de garde de la rectitude politique de gauche, je les qualifie d'idiots utiles du grand capital. Donc, c'est même pas une insulte. Les conservateurs aussi ont pu être des idiots utiles, comprends-tu, dans l'histoire. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'erreur de beaucoup de patriotes, de beaucoup de nationalistes, de beaucoup de conservateurs actuellement, c'est d'identifier cette gauche post-68 arde comme, si tu veux, l'ennemi numéro un. C'est faux. C'est archi faux. Et j'espère que Xavier Camus m'écoute avec grande attention et j'essaye pas d'être complaisant, mais M. Camus et consorts ne représentent absolument pas mes véritables ennemis ou opposants ou pour moi. Et encore une fois, je ne tiens pas à faire de mea culpa ou à être complaisant ou à vouloir concilier tout le monde, OK? Mais véritablement, pour moi, la problématique principale n'est pas là. Et la problématique principale, elle se situe au niveau des oligarchies mondialistes, dont le grand capital, dont les banques, etc. Bien sûr, bien sûr. On ne fera pas un cours là-dessus parce que c'est très vaste. Et encore une fois, ce n'est pas de la conspiration. C'est simplement de voir, même les marxistes vont parler de contradiction principale, contradiction secondaire, tu crois? C'est donc d'identifier, si tu veux, la structure du pouvoir. Bon. Votre article qui s'intitule « Le dernier tango », Trudeau-Soros, Terre et peuple, résistance identitaire européenne, me semble très à propos avec de ce que vous parlez maintenant. Là, c'est non? Oui ou non? Oui, ça se peut. En fait, Terre et peuple, je ne suis pas un collaborateur de ce site-là, mais ils ont repris de mes articles. Il y a ça qu'il faut expliquer aussi. Quand nous sommes un libre penseur, un chroniqueur, un journaliste indépendant, un électron libre, OK? On propose des collaborations qui peuvent être rémunérées, qui peuvent être gratuites, et des fois, on est repris aussi par d'autres sites. Et encore une fois, c'est pas pour faire mon mea culpa ou pour essayer d'être complaisant ou de me justifier auprès de qui que ce soit, mais on peut être repris aussi par des sites qui peuvent être un peu plus... pas forcément d'extrême droite, mais je ne sais pas comment dire, dont le marqueur est plus à droite ou plus à gauche, etc. Bon. Et ça, c'est pas nécessairement du fait de notre volonté. Et moi, je n'ai pas le temps et l'énergie de commencer à envoyer des requêtes à certains endroits. Pourriez-vous retirer mon article ou quoi que ce soit? Sauf si les gens vraiment me font dire des menteries ou travestissent mes écrits. Bon. Ceci étant dit, le dernier tango, c'était... Avant de vous amener là, j'aimerais vous dire qu'un des mots qu'on entend qui a un succès évident chez les gens, c'est le mot stabilité. Nous avons parlé de confusion, de décadence, et dans un autre, écrit par M. Sapir, que vous connaissez sûrement aussi, il dit que, toujours en parlant du conservatisme, je reviens là parce que c'est là où est-ce que le bas blesse. C'est une réaction classique chez les individus qui ne peuvent tolérer de voir l'ensemble des aspects de leur vie changer en même temps et qui recherchent, dans le cas de changements importants,
comme il s'en passe depuis les années 1900 ou 1850, aller jusqu'à nos jours, des plages de stabilité. D'ailleurs, c'est le thème de la stabilité qui a été mis en avant par Vladimir Poutine, et cela non sans un évident succès. C'est M. Sapir qui parle 3 langues, même 4. Je crois qu'il parle aussi allemand, mais français, anglais, russe et allemand. C'est un homme qui, je crois bien comme vous, qui lit beaucoup, énormément, qui est toujours en train de lire, un très bon écrivain. C'est un directeur de thèse et lui aussi, on l'a censuré. On lui a fait son carnet, qu'il appelle, un carnet, c'est pas un blog, c'est carnet, s'est fait fermer par une société qui chapeaute les blogs, les carnets, par un individu qui est devenu un courtisan du pouvoir français. Voyez-vous, là? C'est très intéressant parce que moi, j'ai cru comprendre que lorsque le Journal de Montréal a pris environ 2 semaines pour investiguer sur mes écrits, sur ma personne, c'est quand même incroyable, hein, 2 semaines. D'après mon expérience des choses, je crois qu'ils ont mandaté aussi une firme externe. Je sais même de quel pays provient cette firme. Je suis beaucoup plus fin finot qu'il n'y paraît. Et donc, ce sont des firmes qui font des audits. Ils font des audits pour voir avec qui tu collabores. Ils vont très loin. Ils vont même chercher des commentaires, tout. Ils font un screening complet. OK? Et là, ils ont des curseurs. Alors, ils vont dire, c'est ça qui s'est passé avec Sapir, qui est un économiste. Tu sais. C'est que ce consultant-là aussi a dû faire affaire avec des firmes. Il y a des firmes spécialisées qui sont actives dans certains pays, donc qui font des screenings sur le net pour évaluer en profondeur. Donc, l'étendue de vos collaborations, de ce que vous avez dit, de ce qu'on a dit sur vous. Et ça va très loin. Et là, après ça, on a des grilles. On va mesurer où c'est que vous avez commis des erreurs, qu'est-ce qu'on vous a reproché, est-ce que c'est vrai ce qu'on vous a reproché. C'est vraiment, on est dans une inquisition de la parole, mais de la pensée aussi. Puisque pour faire le... Oui, mais là, ce dont je vous ai parlé, là, c'est des individus qui sont collés au pouvoir. Oui. Qui tentent d'avoir un poste. Oui. Ben, c'est comme ça. Il y a du dénigrement parce qu'on craint l'action de quelqu'un, mais aussi parce qu'on est jaloux, parce qu'on veut avoir sa place. T'sais. Le prix pour avoir un poste au gouvernement, c'est de censurer telle personne. Qui dit des choses contre le gouvernement, c'est-à-dire contre, qui nomme les choses, comme je vous disais au début. Ce sont des méthodes, ça c'est très important, que tout le monde enregistre ce que je veux dire. Ce sont des méthodes proprement fascistes, donc ce qui donne la preuve que je ne suis pas un fasciste. Ce sont des méthodes proprement fascistes et aussi des méthodes bolcheviques. OK? Donc, c'est vraiment des méthodes où, pour se rapprocher du pouvoir, il faut dénoncer. Ce sont des méthodes classiques. Donc, le dénonciateur est un excellent candidat. Donc, il donne la preuve de son allégeance au pouvoir, de sa capacité de nuisance. Et parce que, comprenez bien, que dans une période de crise, nous sommes dans une période nous sommes dans une période d'occupation. OK? On arrive à un point très important de l'entretien. Nous vivons historiquement une période d'occupation, exactement à l'instar de l'occupation de Paris par les nazis, par exemple. Donc, nous sommes dans une période d'occupation en ce moment. Qui sont les occupants? Je dirais que ce sont certains oligarques. Okay? Ce sont les oligarchies aux manettes. Bien sûr. Et cette période d'occupation en ce moment est dramatique parce qu'il faut comprendre qu'on ne persécute ou qu'on ne restreint pas seulement la parole sur la place publique. On restreint la parole, les opinions, mais les idées. Alors, on peut même vous soupçonner de penser. Ça va très loin. Là, on rentre dans 1984 de Orwell. On peut vous soupçonner de penser, d'avoir des mauvaises pensées. On peut faire même un parallèle avec l'Inquisition. Tu sais. Moi, je suis un catholique convaincu. Ça ne m'empêche pas de pouvoir critiquer l'Inquisition. Hein. Il y a des catholiques traditionnalistes qui disent « Non, l'Inquisition, c'est chouette. C'est chouette, hein? C'est chouette matin, c'est super. » Moi, je ne pense pas que c'est super. Tu sais. Ça ne veut pas dire que l'Inquisition a nécessairement été responsable de tout ce dont on lui reproche. Tu sais. Mais l'idée d'une inquisition, vous savez, une inquisition, le but d'une inquisition, OK? Les gens ne comprennent pas encore une fois. Qu'est-ce que c'est qu'une inquisition? C'est d'aller, si vous voulez, dans l'intimité des gens, d'accord? Déceler, d'accord, l'incorrectude, OK? Déceler le péché de penser, OK? Et donc, amener les gens à se rectifier. À s'amender, À s'amender puis à adopter la pensée unique.
Voilà. Et s'ils ne veulent pas s'amender, on va leur proposer une cure ou un encadrement. Et s'ils ne veulent toujours pas, on va commencer à les persécuter. Voyez-vous, ça y va. Et ça, on a vu ça à l'œuvre. À travers l'histoire. Oui, dans certains jalons. Et puis, l'Inquisition, ce n'était pas juste chez les catholiques, c'était chez les protestants aussi. Mais on a vu l'Inquisition chez le régime stalinien. On l'a vu dans le régime maoïste. D'ailleurs, Staline, en passant, a déjà été un élève des jésuites. Hein? Information d'une extrême importance. Alors donc, ces gens-là ont appris les rudiments de la propagande et puis du discours. En passant, lors de mon premier baccalauréat à Concordia, j'ai été formé par des jésuites avant qu'ils disparaissent tous du département. Alors, j'ai été formé même à la casuistique. Je suis assez habile au niveau du discours. Il faut attacher vos culottes sérieusement si vous voulez me déculotter. Et je connais les méthodes. Je connais les méthodes jésuistiques. Je les approuve et les réprouve. Je ne m'étendrai pas sur les jésuites, mais je les connais de l'intérieur. Je n'ai pas été un novice, mais j'ai été éduqué par des jésuites dans notamment des cours qui portaient sur la propagande, OK? Et la sémiologie, la sémantique. Voilà. Et voilà. Donc, je connais la chanson. Et je vous dirais que quand vous parlez de stabilité, il y a un penseur capital. Et la preuve qu'il est capital, c'est qu'on ne parle jamais de lui. C'est donc Jean-Claude Michéa. Oui. C'est un petit professeur, je crois, dans un lycée. Et il se trouve que c'est un homme de gauche. Je ne dirais pas gauchiste, parce que c'est plutôt péjoratif, mais Jean-Claude Michéa est un homme de gauche. Mais Jean-Claude Michéa, et c'est ça, c'est ce qui déplaît souverainement à nos gauchistes post-68 heures, c'est un conservateur de gauche, ce qui est très rare, et qui s'appuie entre autres sur les travaux de Christopher Lasch, un sociologue anglais, donc sur la disparition des classes populaires. Jean-Claude Michéa reprend un concept clé de Christopher Lasch. J'espère que c'est bien Christopher, là je vous parle de mémoire, c'est quand même beaucoup de choses, je ratisse large. Alors, M. Lasch parle de la common decency, d'ailleurs qui est un concept, je pense, qui est inventé par George Orwell, tu vois. Donc, la décence commune, la common decency, c'est le gros bon sens populaire. Oui. Et là, on rentre dans votre stabilité. Là. Je suis content, là, Céline m'a donné un relais extraordinaire dans notre course, là. Un relais extraordinaire, parce que c'est ça la common decency. Et donc, Jean-Claude Michéa, c'est un socialiste, OK? C'est un homme socialiste, en tout cas, c'est un homme de gauche qui prône une certaine lutte face aux forces du grand capital, OK? Et nommément du grand capital apatride, qui n'a pas de patrie. En passant, on reproche souvent aux gens comme moi qui manipulent des appellations comme grand capital apatride d'être des conspirationnistes ou des fascistes. Mais en fait, non. Grand capital apatride, ça veut simplement dire un grand capital qui n'est pas québécois, qui n'est pas canadien, qui n'est pas américain, qui n'est pas français, qui circule, parce que de toute façon, le capital, c'est liquide, hein? On va vers la société liquide. Oui. Alors, le grand capital apatride, ça existe depuis très longtemps, même à l'époque où les Templiers étaient les banquiers du roi. On avait déjà du grand capital apatride. On avait déjà des lettres de change, comprenez-vous, qui circulaient non seulement sur les routes des croisades, mais qui circulaient à travers l'Europe et voire même au Proche et au Moyen-Orient. Donc, on avait déjà, il y a 1000 ans, un millénaire, on avait déjà un grand capital apatride. Donc, voilà. Donc, Michéa est quelqu'un... Moi, j'ai 2 livres ou 3 livres de Michéa. Je l'ai cité à quelques reprises. J'ai fait un texte, tu vois, qui a été repris par Réseau International, puis qui avait été mis en ligne sur Vigile et qui avait cartonné. Hein, je pense qu'il y avait eu 4000 vues sur Vigile il y a fort longtemps. Entre autres, je disais, regardez bien, Michéa, qui est un homme de gauche, qui n'est pas un catholique, qui n'est pas un homme de droite, je reprends sa pensée. D'ailleurs, on m'a reproché ça entre les lignes, là, mes inquisiteurs. Mes inquisiteurs m'ont reproché aussi de citer hors contexte les gens. Mais c'est ce que tous les chroniqueurs font. Pas hors contexte ou in contexto, mais peu importe. Mais regarde, je dis, en parlant de Michéa, la morale ou l'éthique des rapports citoyens, d'accord? La morale ou l'éthique des rapports citoyens, devenant une affaire privée. Là, je reprends vraiment les thèses de Michéa. C'est l'équanimité. Hein? Équanime, ça veut dire égal. L'égalité des échanges économiques qui assurerait la paix et la prospérité.
En fait, la prospérité est le concept central qui a remplacé celui du bien public. Avant, les puissants s'arrogeaient le droit et la responsabilité de faire régner un ordre public fort discutable au demeurant. Tu vois, je suis pas... être conservateur, ça ne veut pas dire qu'on veut revenir à l'époque des rois. Non, non, regarde, on met des bémols. De nos jours, les oligarchies financières, là, c'est Perrier qui parle, s'occupent de fixer les seuils de rentabilité qui permettront à la croissance économique de perdurer. Impuissants face à ce nouveau credo amoral, les citoyens ont abandonné leurs prérogatives au profit de l'imposture tordue du consommateur prisonnier de l'ordre marchand. Et finalement, Michéa parle, et là je le cite, d'une société axiologiquement neutre qui ne reposerait sur aucun prédicat idéologique. Les libéraux seraient clamants d'un discours qui signerait la fin des idéologies. Voilà. Donc, on consomme, et c'est tout. Et c'est tout. Et si tu veux, l'idéologie qui est maintenant, de mise, c'est pas juste le gauchisme. En fait, le gauchisme, c'est plutôt c'est pas une idéologie de mise, c'est plutôt un prétexte, OK? Et là, après ça, M. Pomerleau dira, ah non, c'est le globalisme, tu sais. Mais moi, je dirais que c'est même pas le globalisme. Le globalisme n'est pas une idéologie, c'est plutôt une vue d'ensemble, tu comprends? Un projet. Le globalisme n'est pas une idéologie, c'est un projet, OK? L'idéologie qui est au pouvoir, si tu veux, elle est derrière un culte qui s'appelle le transhumanisme, OK? C'est là elle est là, l'idéologie, et qui est même presque une nouvelle religion. C'est le transhumanisme. Et ce culte-là, qui est entre les mains de technocrates, de scientifiques et de gens, entre autres, qui sont associés à Google. C'est pas de la conspiration, ça. Vous avez un des fondateurs ou un des associés principaux de Google qui a été surnommé le pape du transhumanisme. Le pape. Donc, le transhumanisme est une nouvelle religion. Le transhumanisme a été porté, je vous ai parlé tantôt, à une reprise de courant gnostique, d'accord? Ça a été porté par des gnostiques, OK? Et donc, l'idée derrière le transhumanisme, c'est justement d'abolir, premièrement, toute verticalité entre l'homme, l'être humain et son créateur, toute dénomination religieuse confondue, hein, et d'abolir toute horizontalité entre les hommes eux-mêmes et entre les hommes et la nature. Et donc, l'axe central, c'est le prédicat. Je vais faire une histoire très courte. Le prédicat, c'est que, et c'est un prédicat gnostique, c'est que la création, le monde, est une contrefaçon. Est contrefaite. Elle n'est pas parfaite, elle est contrefaite. Donc, ces gens-là, dans leur délire, et c'est pas moi qui délire, c'est ces gens-là, dans leur délire grandiloquent, ont la prétention, OK, de se prendre pour des démiurges. Alors, le but, la doctrine et le but du transhumanisme, d'accord, c'est de rectifier une création contrefaite. C'est important que les gens me suivent, là, afin de recréer, un peu comme dans le film de Matrix. C'est pour ça le film de Matrix avec Keanu Reeves est vraiment un film transhumaniste, OK? Même s'ils ne font pas l'apologie comme telle du transhumanisme, mais c'est la même doctrine qui est derrière. Bon, ce sont des frères jumeaux, les réalisateurs, sont, d'après moi, manifestement des transhumanistes. Et donc, il faut refaire le monde. Et la technologie va nous aider, la technologie de l'information, la robotique et l'intelligence artificielle, ça va nous aider à refaire le monde et bien évidemment à refaire l'homme. Donc, on parle d'un homme augmenté, on parle d'un surhomme, au sens où l'entendait Nietzsche, OK, et au sens où l'entendaient les nazis, hein, je répète, où l'entendaient les nazis, hein, voilà, un surhomme. Donc, un homme aux capacités augmentées et qui, finalement, cet homme-là va être une extension de la technologie. Et cet ensemble... De moins en moins humain. Voilà. Et donc, transhumain. Ça, et on lui promet à la clé une vie sans souci. Ben, pas juste sans souci, une vie éternelle, une éternité. Parce qu'il ne pourra pas mourir. On va mettre ses engrammes, les cellules de son cerveau, on va les mettre dans un ordinateur ou couplées à un ordinateur. Et quand toutes les fonctions de son corps se seront éteintes, toutes les neurones et donc tout ce qu'eux appellent le déroulé de notre pensée, de notre mémoire, va être stocké sur des machines. Monsieur Patrice, oui, terminez, parce que après ça, il nous reste 5 minutes. Oui. Oh boy. Eh bien, pour finir, ces gens-là ne croient pas en l'âme. Il n'y a pas d'âme. Et ça, c'est justement un des points clés où s'ils croient en l'âme, je ne sais pas, j'aimerais bien en discuter avec eux.
Voilà. Oui. Mais oui, vous terminez avec la question que je voulais vous poser. Vous êtes ouvert à discuter avec M. Camus, M. XYZ? N'importe quand. N'importe quand, sur vos ondes. Absolument, je pense que, je m'excuse, je me suis peut-être un peu étendu, il y a tellement de choses à dire. Ouais. On est dans une crise de civilisationnelle, OK, qui fait qu'il y a une crise de la communication, il y a une crise de la prise de parole, il y a une crise il y a une menace aux libertés civiles. Mm-hmm. Et quand même bien que des gens comme M. Camus et d'autres seraient soit des fanatiques, soit des porteurs de ballons pour d'autres, soit agiraient sous la contrainte de commanditaires ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Il faut qu'ils réalisent que, et je l'ai écrit dans un de mes derniers articles, j'ai dit finalement les idiots utiles du grand capital seront liquidés à la fin. T'sais? Alors, les pions qui servent le système, quand on n'en aura plus besoin, on va les liquider. T'sais, ils n'auront plus de droit de parole. Ils pourront. Alors, c'est plus un combat gauche-droite. C'est qu'il faut comprendre que en ce moment, le système qui est globaliste, et vous m'avez parlé de stabilité, donc veut une accélération, OK? Provoque une accélération des choses. On veut que les choses aillent de plus en plus vite, ça je l'ai écrit souvent, pour pas que les gens puissent réagir, pour pas que les gens puissent comprendre, pour pas que les gens puissent s'opposer. Il faut que ça aille très vite. Donc, on voit qu'on est pressé là, de faire des changements. T'sais? Et moi, c'est ça que je dénonce le plus depuis une dizaine d'années. Faire des changements. On introduit les théories du genre à la maternelle, tu comprends? Il y a une ministre sous François Hollande, si je ne m'abuse, qui a dit « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. » C'est pas des fous, là. C'est pas des originaux, là. C'est pas des punks, c'est des ministres qui disent « La famille, c'est fini, oubliez ça. L'enfant appartient à l'État. » Qu'ils le disent publiquement. OK? Donc, on a une accélération à tous les niveaux. On a une guerre des sexes qui n'est pas... pas besoin d'être comment on dit ça, le contraire d'une féministe, pas un machisme, en tout cas, pas besoin d'être un avocat de la condition un masculiniste, voyez-vous, pour dire qu'il y a une guerre des sexes. Elle est là, en tout cas en Occident. Ensuite de ça, il y a une espèce de guerre entre, je sais pas, l'islam radical puis nos valeurs qu'on connaît même pas, tu comprends? Il y a toute une série de conflits qui sont, à mon sens, plutôt artificiels, OK? Même si, oui, les femmes ont des problèmes, l'islam pose, il y a des problèmes réels, mais il y a tout un agenda qui est complètement gonflé, et qui nous fait passer à travers le fait que, pour conclure, les globalistes veulent liquider les repères, donc la stabilité, les repères qui assurent la stabilité, les frontières, c'est comme lorsque je me suis entretenu à Ottawa début décembre dernier avec Maxime Bernier pendant 1 heure de temps, qui me disait « Oui, je suis un patriote économique, je suis un patriote canadien, faut surveiller nos frontières, pas trop de migrants, faut mieux les intégrer, tout ça. » Mais il dit au niveau des traités de libre-échange, ouverture totale. Il faut que tout passe, il faut que ce soit le libre-échange complet, absolu. Ben, tu vois, le gars se contredit, mais complètement. Parce que maintenant, dans cette accélération-là, on veut que tout se confonde. Et pour que tout circule dans un état de confusion permanente, il faut abolir les repères. Et encore une fois, pour revenir à tout le déroulé de mon propos aujourd'hui, ben, être conservateur, tu vois, c'est se poser en défenseur des repères pour que les gens puissent s'y retrouver et non pas pour être contre le changement, contre le progrès, ou être même contre... Moi, je ne suis pas contre la gauche, ni contre la droite. De toute façon, je trouve que ce débat-là est caduc, et peut-être si un jour on se reparle au micro, ben j'aimerais peut-être un jour avoir une conversation à propos de qu'est-ce que la gauche et la droite, et je pourrais faire des recherches à ce sujet. Alors, M. Patrice Hans-Perrier, je vous remercie beaucoup de votre générosité aujourd'hui. J'espère que cette occasion de vous expliquer sur ce qui est survenu dans votre vie et d'écrivain et de penseur a été à votre satisfaction. Je dis bonsoir à nos auditeurs et nos auditrices. Merci encore d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. C'était en 60 minutes avec Céline Lebel et Patrice Hans-Perrier. Vous pouvez rejoindre Monsieur Perrier via son compte Twitter à Patrice H. Perrier ou via courriel à phpperrier@yahoo.com. Merci. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter
avec également Céline Lebel.